Chers wargamers et wargameuses, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de French Wargaming. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau jeu de VUCA Simulation, Traces of Victory. Avant de vous présenter le jeu et pour recontextualiser, j'ai participé à la phase de playtest du jeu et j'ai reçu une boîte de VUCA pour me permettre de faire cette vidéo. Alors un grand merci à eux. Traces of Victory donc. Il s'agit du troisième opus de leur série Traces of, après Traces of War et Traces of Hubris. Si Traces of Hubris reprenait l'offensive finale vers Stalingrad, Traces of War reprend les offensives russes en Ukraine en 43-44, après la bataille de Kursk. Traces of Victory, le tout nouvel opus, se focalise lui sur la campagne de Lorraine en 1944. On est donc sur des campagnes peu jouées et représentées, à part évidemment pour Stalingrad. Et c'est ce qui fait un des intérêts de la série. Sans parler qu'habitant dans l'est de la France, cette bataille, c'est littéralement chez moi. Enfin, le système d'activation par pion de QG d'armée est assez original et m'intéresse particulièrement. Ajoutez-y un jeu plutôt simple à prendre en main et on arrive à un cocktail des plus intéressants. Historiquement, la campagne de Lorraine est une reprise après une pause forcée de la 3e armée américaine. Après une campagne sans arrêt depuis la Normandie, les lignes logistiques sont désormais trop tendues. Patton n'a plus ce qu'il faut pour conduire de nouvelles attaques et est contraint à un arrêt sur la Meuse. Les services alliés pensent que les Allemands sont en mauvais état, mais en profitant de cette pause des Alliés, les nazis vont se mettre en position défensive sur la Moselle et autour de Metz. Lors de la reprise des avances par Patton en septembre et octobre 1944, ils pensent pouvoir passer la Moselle et foncer vers le Rhin, ainsi que le franchir. Mais les unités alliées vont vite se rendre compte qu'il y a du répondant en face, sans en mesurer la portée dans un premier temps. Les combats vont être acharnés dans le secteur de Metz, sans progression rapide comme l'espérait Patton. C'est par le sud et le secteur de Nancy que la situation va commencer à se débloquer. L'attaque alliée réussissant à contourner Nancy et à résister aux contre-attaques allemandes. C'est à ce moment-là que le jeu vous propose de jouer la campagne. Les Allemands vont tenir le temps que la ligne Siegfried se renforce, alors que les Alliés, eux, veulent justement se dépêcher pour rejoindre le Rhin. Question matérielle, si vous avez déjà joué à un jeu de la série, vous ne serez clairement pas perdu. La qualité est là, comme d'habitude chez VUCA. Et dans cette jolie boîte de jeu, vous trouverez 3 plaques de pions représentant les armées allemandes, alliées, les QG ainsi que les différents marqueurs du jeu. Un livret de règles de 15 pages. Une belle carte représentant l'Est de la France, de la Moselle au Rhin, avec les premiers hexagones d'Allemagne. 2 aides de jeu double page, très complètes, qui vous guideront bien durant la partie. 3 pistes, une pour chaque camp et une pour suivre l'évolution du jeu et la météo. Et enfin, 2 dés. On ne croule pas sous le matériel, mais c'est assez logique vu le théâtre d'opérations limité et un système de jeu assez simple qui ne nécessite pas des marqueurs sans fin. Le matériel est de bonne qualité et plutôt clair. C'est d'ailleurs le cas du livre de règles, on ne trouve pas si souvent un livre de règles clair, de 15 pages, contexte historique compris. Regardons la carte en détail et voyons un peu ce qui la compose. À l'ouest, on démarre sur le rive de la Moselle, de Thionville à Metz, et jusqu'au secteur de Nancy au sud. Le sud, lui, est limité par les Vosges, dont pourront débouler les renforts américains en provenance du débarquement de Provence. À l'est, le Rhin sert de limite à notre campagne et on ne pourra pas le franchir. Au nord, on part du Luxembourg et on plonge dans la Sarre, land allemand, où vous pourrez conquérir les premiers objectifs allemands. Le terrain présente de nombreuses rivières. En dehors du Rhin qui est infranchissable dans ce jeu, on trouvera des coupures humides qui seront divisées en 2 catégories. D'un côté, les rivières, qui seront des cours d'eau importants, et on en trouve 2, la Moselle et la Sarre. De l'autre, les petits cours d'eau, stream en anglais, qui représenteront les rivières plus petites et les canaux. Ces coupures humides auront un impact sur le mouvement, l'utilisation de ponts, le ravitaillement et le combat. Le terrain sera une alternance de plaines, représentées par des hexagones dits clear, des reliefs nommés rough, et des terrains difficiles, difficult. S'il sera aisé d'avancer en plaine, les reliefs vont considérablement ralentir les mouvements, d'autant plus quand la météo va se dégrader. Et là, il est temps de faire un point sur la météo. Car oui, la campagne a lieu en novembre et en Lorraine, et croyez-moi, j'y vis, le temps peut vraiment être pourri. C'est le cas historiquement, l'automne 44 est particulièrement moche et la Moselle est en crue quand les troupes alliées la franchissent dans le secteur du Thionville. Dans le jeu, ce sera particulièrement handicapant quand il pleut et que des marqueurs de boue sont apposés. Chaque tour, on va déterminer le temps qu'il fait.
et il fera soit beau, couvert, très couvert ou pluvieux. Le temps est fixé à très couvert pour le premier tour. Lorsque l'on jettera notre dé pour connaître la météo, l'état de la météo du tour d'avant pourra modifier ce jet. Côté impact sur le jeu, en cas de temps pluvieux ou très couvert, l'allié n'aura pas de soutien aérien disponible. En cas de pluie, on mettra un marqueur de boue pour le tour qui commence ainsi que le tour suivant. Et la boue aura un très fort impact sur les mouvements, mais servira aussi de décalage dans les combats. Attaquer en terrain boueux et tous sauf un plaisir. Après cette petite aparté sur la météo, revenons aux différents terrains. On trouvera aussi des zones fortifiées. Il s'agira des fortifications entourant la ville de Metz et celles situées à Königsmacker. Dans le même genre, on trouvera la ligne Maginot et la ligne Siegfried qui apporteront des bonus de défense et ralentiront les déplacements. On trouvera de nombreuses villes qui apporteront un bonus léger en défense. Les grandes villes, elles, vont donner un décalage pour le défenseur. Heureusement, pour vous faciliter la vie, dans cet est de la France compliqué, il existe tout un réseau routier qui facilitera les trajets. Enfin, on trouvera sur la carte des sources d'approvisionnement pour les deux camps. On a donc une bien belle carte, simple et efficace, sur laquelle nous allons pouvoir placer nos pions, et c'est d'eux que nous allons parler maintenant. Les pions du jeu serviront à représenter tant les unités des armées que les différents marqueurs permettant de faire tourner le jeu. Commençons par les unités de combat. Chaque camp jouera deux armées, chacune représentée par une couleur. Ces codes couleurs se retrouveront sur les unités de ces armées. Les unités auront une face pleine et une face réduite, et on retrouvera dessus les informations suivantes. L'identification de l'unité, le code couleur de l'armée dont on vient de parler, l'identification de sa division, sa taille, son type en représentation autant ou avec une image pour les blindés, sa force de combat et sa capacité de déplacement. Sur la face réduite, on trouvera aussi l'information sur son hexagone de départ ou sa zone de départ hors carte. Certaines informations, comme les identifiants de l'unité de sa division ou de sa taille, sont là, la plupart du temps, à titre purement informatif. Les unités sont donc classées soit comme mécanisées, pour les blindés, l'infanterie mécanisée et la cavalerie blindée, soit comme non mécanisées, pour l'infanterie et les QG. Cela influera sur vos capacités de déplacement, notamment lors des épisodes de boue. Les QG ressembleront fortement aux unités de combat, à ceci près qu'ils auront indiqué sur leur pion une portée de commandement qui leur permettra d'activer des unités durant leur phase de pioche des pions d'activation, sur laquelle nous reviendrons plus tard. On trouvera aussi sur les QG la mention de l'armée à laquelle ils appartiennent. Ce sera important pour savoir quelles unités peuvent être activées. Voilà pour les pions de combat en eux-mêmes. Chaque QG sera activé par un pion de corps d'armée, voire deux pour certains QG. En plus de ces pions par corps d'armée, on trouvera aussi un pion pour les réserves de chaque camp, un pion pour les hauts commandements, et un pion de supply. On aura évidemment des pions permettant de suivre les tours et la météo, de noter la boue et les points de victoire, de montrer le contrôle allié des points clés, les soutiens aériens de l'allié, et des marqueurs de non-ravitaillement et les restrictions pour certaines unités. La séquence de jeu est assez simple. En premier lieu, on va déterminer la météo pour le tour. Pour cela, on va jeter un dé, appliquer d'éventuels modificateurs et consulter la table de météo. Les modificateurs sont cumulatifs et sont les suivants. -1 si au tour précédent il pleuvait ou si le ciel était très couvert. -1 durant les tours 9 et 10, et jusqu'à -2 durant les tours 11 et 12. Si le résultat modifié est un 4+, il fait beau et l'intégralité des soutiens aériens sont disponibles. Si c'est un 3, le ciel est légèrement couvert. 2 unités de soutien aérien sont disponibles pour l'allié. Sur un 2, le ciel est bouché. Il n'y a pas de soutien aérien. Et sur un 1 ou moins, il pleut. On place alors un marqueur de boue pour le tour actuel et le suivant. Comme vous pouvez le voir, il y a de fortes chances que le temps ne soit pas terrible, voire catastrophique. Je vous dis qu'il faisait moche en Lorraine en novembre. Une fois la météo fixée, chaque joueur va choisir un certain nombre de jetons d'activation de QG. Le nombre de jetons que chaque camp peut choisir est indiqué sur la piste des tours. Et oui, on ne va pas en choisir beaucoup. Certains pions seront aussi disponibles à l'occasion. C'est indiqué juste en dessous de la piste des tours. Chaque joueur choisit donc un ou des pions d'activation de QG. Si plusieurs pions sont disponibles pour un QG, vous avez tout à fait le droit de les choisir,
sous réserve de ne pas dépasser la limite de pions du tour, évidemment. Quand ils sont disponibles, les pions OB West et chef peuvent être sélectionnés à la place d'un choix de QG, ce qui potentiellement vous permettra d'activer un même QG 3 fois dans un même tour pour certains QG. De même, vous pourrez choisir de jouer l'un des pions de renfort à la place d'un QG. Tous les pions d'activation choisis sont placés dans un récipient opaque. On y rajoute ensuite à chaque tour le pion de supply qui servira à déclencher la vérification du ravitaillement. Une fois cette phase de choix des pions d'activation terminée, on passe alors à la phase d'activation proprement dite. On va piocher les pions les uns après les autres, cachés dans un gobelet ou un pochon, selon ce qui vous sert pour traiter les pions piochés. On va les aborder dans le chapitre suivant. Une fois que tous les jetons ont été piochés, la phase d'action se termine et on arrive à la phase de fin de tour. On vérifie si on remplit les conditions de victoire, et si ce n'est pas le cas et qu'il reste des tours, on avance le compteur de tours d'un cran et on reprend la séquence à 0. Voyons donc ce qu'il se passe quand on pioche les différents jetons durant la phase d'action. Lorsque l'on pioche un jeton d'activation de QG, on le pose dans la zone active de son camp, puis on peut activer le QG indiqué par ce marqueur. Ce QG peut alors activer les unités à sa portée, soit les unités à 6 hexagones de distance maximale. Ces 6 hexagones sont comptés de l'endroit où le QG est activé. Si celui-ci bouge, on utilise le marqueur fourni pour son camp afin de garder en mémoire d'où il est parti. Notez que les QG américains ne peuvent activer que les unités de leur armée, alors que les QG allemands peuvent activer toutes les unités allemandes à leur portée, exception faite du QG du 4e corps de la Luftwaffe. Les unités que vous activez le sont une par une. Vous pouvez activer une unité ou une pile d'unités. Vous devez ensuite faire son mouvement avant de passer à la suivante. Vous ne pouvez pas alterner entre deux unités. Une fois toutes les unités que vous souhaitiez utiliser activées, vous pouvez lancer des combats. Quand les éventuels combats sont terminés, on déplace le pion d'activation dans la zone des pions utilisés et on passe au pion suivant. Lorsque le pion de renfort allemand est tiré, on regarde sur le plateau de renfort allemand quelles divisions sont disponibles. Le tour indiqué pour chaque division et le tour à partir duquel elles sont disponibles. Vous pouvez très bien ne pas les faire venir de suite et attendre un peu plus loin dans la partie. On traitera du placement des renforts plus tard. La pioche du pion de supply impose de vérifier que chaque unité sur le terrain est vitaillée. Un chapitre de la vidéo est dédié à cette question. Le pion chef permet d'utiliser soit un QG de notre choix, soit des unités de deux divisions différentes. Évidemment, on pourra le faire sur des unités qui ont déjà été activées durant le tour. C'est là tout l'intérêt. Le pion OB West permet de faire la même chose, mais pour les Allemands. Le dernier pion qui pourrait être utilisé est celui de l'activation des réserves américaines. Il permettra d'amener des réserves américaines, nous en traiterons aussi durant le chapitre des renforts. Enfin, notez que le joueur allemand peut toujours ignorer le QG qui a été pioché et activer les unités présentes dans Metz ou dans les fortifications autour. Abordons rapidement quelques concepts généraux qui auront une influence sur la partie et commençons par l'empilement. Il est géré, comme tout dans le jeu, de manière très simple. On ne pourra jamais avoir plus de 2 unités de combat sur le même hexagone et en bonus un seul QG. L'empilement est vérifié à la fin du mouvement, de la retraite ou de l'avance après combat. On peut par contre, au cours de notre mouvement, tout à fait dépasser l'empilement tant que le mouvement se termine en situation d'empilement acceptable. Les zones, ou zones de contrôle, s'étendent sur les 6 hexagones autour d'une unité et influenceront le mouvement, la retraite et l'approvisionnement. Les zones ne sont pas affectés par les petits cours d'eau, mais les cours d'eau majors bloquent les zones. Une unité ne projette pas de zones de l'autre côté. Notez bien que la portée de commandant d'un QG n'est pas affectée par les zones. Dans Traces of Victory, les QG ne meurent jamais. Quand ils sont détruits ou qu'ils ne sont pas capables de se ravitailler, ils sont repositionnés. Pour cela, on peut les placer à au moins 5 hexagones de leur emplacement de départ, dans un hexagone sans zoc ennemi et qui soit ravitaillé. Notez que le joueur allemand peut décider de volontairement relocaliser un QG, cela lui coûtera 2 points de victoire. Comme nous l'avons vu sur les pions, chaque unité a des points de mouvement. Lorsqu'une unité est activée, elle pourra donc se déplacer et devra payer le coût d'entrée de chaque hexagone qu'elle parcourt. Ce coût d'entrée est indiqué sur l'aide de jeu, et il sera plus élevé quand il y aura de la boue. Notez qu'une unité ne pourra s'arrêter dans un hexagone où la limite d'emplacement sera dépassée et qu'elle n'a pas le droit de quitter la carte.
Comme vous pouvez le voir, les unités d'infanterie n'iront donc pas très loin, surtout en temps de pluie. Heureusement, il y a possibilité d'utiliser les routes qui vous permettront de n'utiliser qu'un seul point de mouvement pour chaque hexagone que vous utilisez le long de la route, et pour les unités mécanisées, seulement un demi-point de mouvement, par temps clair. Par contre, les routes en terrain difficile seront moins bénéfiques, d'autant plus quand il y aura de la boue. Les cours d'eau influencent les mouvements, sauf quand on les traverse via une route. Et le contrôle des ponts sera donc important pour le défenseur. Les zoques ennemis influencent le mouvement en ajoutant plus 2 quand on entre dans une zoque ou quand on la quitte. Cela impactera fortement vos mouvements et votre possibilité de contourner l'adversaire. La traversée d'une grande rivière sera-t-elle impossible si les zones de départ et d'arrivée se situent dans des zoques ennemis, et même si ces zoques sont annulées par des unités amies. Vous serez ainsi obligé de mener des combats à travers les rivières régulièrement, et donc de souffrir. Et justement, parlons un peu du combat. Le joueur dont le QG a été activé sera l'attaquant, l'autre sera donc logiquement le défenseur. Le joueur actif pourra lancer des combats contre des unités adverses adjacentes à ces unités. Chaque unité ne pourra participer qu'à un seul combat, mais plusieurs unités, qu'elles soient dans le même hexagone ou non, pourront participer au même combat contre des unités ennemies d'un même hexagone. Notez que seules les unités activées par le QG pourront participer au combat. Enfin, un hexagone ne pourra être attaqué qu'une seule et unique fois. Si plusieurs unités y sont, on additionnera leur valeur de combat. La procédure de combat est relativement simple. On déclare quel hexagone est attaqué et par quelles unités. On calcule les puissances de combat de l'attaquant et du défenseur pour connaître le rapport de force. On applique les décalages éventuels, et on jette un dé sur la colonne finale en appliquant le résultat du combat. Pour calculer les puissances de combat, c'est plutôt simple. Pour le défenseur, c'est tout simplement la somme des puissances des unités attaquées, éventuellement un petit plus 1 si elles sont dans une ville. Et on ne prend en compte que les unités qui n'ont pas retraité suite à un combat durant le même tour d'activation. Pour l'attaquant, on fera la somme des puissances de combat, et notez qu'attaquer à travers une rivière divisera par 2 la puissance de chaque pile de l'attaquant qui attaque à travers. Ces deux puissances de combat nous donnent alors un ratio, en arrondissant à l'inférieur. Un 12 contre 7, par exemple, donnera du 1 contre 1. On aura ensuite possiblement des décalages qui peuvent se cumuler, à savoir les effets du terrain, qui sont décrits sur la Terrain Effect Chart de l'aide de jeu, et qui avantageront évidemment le défenseur. -1 lorsqu'on en attaque durant une période de boue. Les bonus de soutien aérien, en défense ou en attaque. Et des bonus d'intensité de combat, de 1 ou 2 décalages. On ne pourra lancer un combat à moins de 1 contre 2, avant même les décalages de terrain, et si on est en dessous de ce ratio, application des décalages. Tout ratio supérieur à 10 contre 1 restera dans la colonne des 10. Et dans les rares cas où la force du défenseur est de 0, alors on traitera le combat dans la colonne des 10 sans tenir compte des autres décalages. On a parlé d'intensité de combat. Lorsqu'il attaque, un joueur peut décider d'augmenter l'intensité de celle-ci. On considère qu'en cas de combat crucial, les unités engagées se donnent à fond pour obtenir un meilleur résultat, quitte à souffrir plus de pertes. En cas d'intensité plus 1, on gagne un décalage pour l'attaquant, puis on lancera un D6 et sur un 1 ou 2, une des unités de l'attaquant perd un pas. En cas d'intensité 2, on gagne 2 décalages pour l'attaquant, qui par contre devra jeter un D6 et subira une perte de 1 à 4. On réservera donc logiquement ces augmentations d'intensité aux combats vraiment cruciaux. Une fois le jet fait sur la table de combat, on applique les pertes. Elles sont appliquées par le possesseur des unités. En cas de résultat indiquant une retraite, R ou RR, le défenseur devra retraiter, puis l'attaquant pourra faire une avance après combat. Après cela, on vérifie si l'attaquant doit contrôler s'il prend une perte en plus. Ce sera le cas sur des jets marqués d'une petite étoile blanche sur fond rouge. Dans ce cas, jetez un dé, et sur un 6, l'attaquant prend une perte supplémentaire, en priorité sur les unités qui ont avancé. La retraite obéit à quelques règles. Une unité doit retraiter vers des hexagones où elle est ravitaillée. Les unités dans une fortification ou une ville annulent un R de la retraite. Elles ne retraitent donc pas sur un simple R et d'un seul hexagone sur un RR. Une pile d'unités qui retraite peut diviser ses forces. Toute unité qui recule dans un hexagone où s'exerce une zoque ennemie perd un pas, même s'il y a des troupes amies dans cet hexagone. Une unité en retraite devra satisfaire le maximum de conditions suivantes par ordre d'importance. En premier lieu, la limite d'empilement n'est pas dépassée dans le dernier hexagone de la retraite. Ensuite, elle doit entrer dans le moins de zoques possible. Une unité qui retraite et qui arrive en dépassement d'empilement pourra retraiter encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit hors de cette limite d'empilement. Si elle ne peut pas y arriver,
elle devrait être détruite. Les petits cours d'eau n'auront pas d'impact sur la retraite, mais les rivières majeures ne pourront être traversées que lors du premier hexagone de retraite. Les unités qui doivent retraiter dans un terrain qui leur est interdit, soit à travers les rivières majeures lors du deuxième hexagone ou à travers le Rhin sans présence d'un pont par exemple, sont détruites. Si après le combat, l'hexagone ciblé devient vide, que ce soit par destruction de l'adversaire ou par retraite de celui-ci, l'attaquant peut conduire une avance après combat. Cette avance est optionnelle, et elle doit commencer par l'hexagone du combat. Les unités non mécanisées ne pourront avancer que d'un hexagone, tandis que les unités mécanisées pourront avancer d'un second hexagone, même si le défenseur n'a reculé que d'un seul, mais seulement si le deuxième hexagone est une plaine et pas à travers une rivière majeure, même avec un pont. Les zoques ennemis sont ignorés par ces avancées. De même, on devra respecter l'empilement maximal en fin d'avancée. Enfin, notez que les unités mécanisées pourront attaquer dans un terrain difficile, mais n'auront pas le droit d'y entrer après le combat. Et voilà, c'est tout pour le combat. Je vous l'avais dit, c'est relativement simple. Les alliés, si la météo le permet, recevront jusqu'à 3 soutiens aériens. Ces soutiens pourront être déployés de 2 manières différentes. Soit comme support aux attaques ou aux défenses, en support au sol. Lors des combats, vous pouvez utiliser un pion de soutien aérien pour gagner un décalage de 2 colonnes si vous êtes l'attaquant ou d'une colonne si vous êtes défenseur. On est limité à un support aérien par combat. Soit pour conduire une mission d'interdiction. Durant la phase de détermination de la météo, le joueur allié pourra placer sur la carte des pions, le nombre maximum étant indiqué par le jet de météo, qui resteront en place jusqu'à la fin du tour. Chaque marqueur influencera le déplacement des unités allemandes, ajoutant un coût de 1 point de mouvement pour l'hexagone où se situe le marqueur, ainsi que pour les 6 hexagones autour. Ce point de mouvement s'ajoute au mouvement d'entrée et de sortie. Notez aussi que ces points se cumulent entre marqueurs. Si 2 marqueurs sont l'un à côté de l'autre, ils pourront créer des zones où le coût d'entrée et de sortie sera alourdi de 2. Quand un marqueur est utilisé, on le déplace dans la boîte des soutiens aériens alliés utilisés. En fin de tour, on y remet aussi les marqueurs non utilisés et tous ceux qui ont servi pour les missions d'interdiction. Lorsque l'on pioche le pion de supply, on doit contrôler l'état d'approvisionnement de toutes les unités présentes sur la carte, pour les 2 camps. Pour cela, pour chaque unité, on regarde si elle réussit à avoir une ligne de ravitaillement. Cette ligne est une suite ininterrompue d'hexagones jusqu'à une source de ravitaillement, mais elle ne pourra pas passer par un hexagone contrôlé par l'adversaire, un hexagone occupé par l'adversaire, une zoque ennemie qui ne soit pas annulée par une unité amie, ou une rivière majeure sans pont. Ce dernier point est important car vous pourrez facilement, en tant que joueur allié, vous retrouver à activer un QG, faire traverser la Moselle à des unités, et puis piocher le pion de supply, et vous retrouver avec des unités qui ont traversé mais sans l'aide d'un pont. Attention donc. Les sources de ravitaillement sont indiquées par des icônes bicolores pour chaque camp. Blanc et vert pour l'allié, blanc et bleu pour l'allemand. Une unité qui ne parvient pas à tracer une ligne jusqu'à une source de ravitaillement perd un pas, et peut ainsi être éliminée. Un QG qui se retrouve dans cette situation sera alors relocalisé. Notez que la vérification du ravitaillement se fait pour les 2 camps en même temps. Donc n'enlevez pas tout de suite les unités détruites, marquez toutes les unités non ravitaillées avec un marqueur, et une fois que les 2 camps l'ont fait, on applique les pertes aux unités non ravitaillées. Enfin, les unités dans Metz et dans les fortifications alentours sont considérées comme toujours ravitaillées. Les 2 camps pourront recevoir des renforts durant la partie, mais d'une manière différente. Les Allemands recevront des renforts lorsque le pion de renfort allemand est tiré, donc quand il aura été choisi par l'Allemand parmi ses pions d'activation du tour. Les renforts allemands seront des divisions disponibles à partir de certains tours et jusqu'à la fin de la partie. Lorsque le pion de renfort allemand est tiré, le joueur allemand peut faire venir une des divisions disponibles par une source de ravitaillement et pourra ensuite les faire bouger, soit par un mouvement normal, soit par un mouvement stratégique par rail. Ce mouvement de n'importe quelle longueur devra se faire exclusivement par un rail et ne pas se terminer dans un terrain difficile pour les unités mécanisées, soit par un mouvement stratégique par route, qui doublera les points de mouvement normaux de l'unité. Les mouvements stratégiques ne pourront se terminer dans une zoque adverse, même si une unité amie l'occupe. Et évidemment, on ne pourra créer une situation de surempilement. Les renforts alliés arrivent d'une autre manière. À chaque fois que le pion d'activation du corps d'armée de ces renforts est pioché, pour la première, deuxième ou troisième fois, on fera entrer les unités respectives dans les zones qui leur sont attitrées, et elles seront activées automatiquement, même si le QG n'est pas apporté. Elles payeront le coût de points de mouvement de leur hexagone d'entrée et pourront ensuite continuer leur mouvement.
Enfin, le joueur allié aura la possibilité de faire entrer la réserve, quand le pion de réserve est pioché. Il pourra ainsi faire venir des unités alliées par n'importe quelle source de supply et les activer dans la foulée. Mais chaque unité ainsi amenée coûtera un point de victoire au joueur allié. Les renforts et les réserves arrivent donc sur des actions volontaires du joueur, car c'est lui qui fera le choix de choisir ses pions d'activation nécessaires à leur venue. Passons maintenant à quelques règles spéciales, parfois déjà abordées dans la vidéo, mais qui nécessitent d'être bien prises en compte. Tout d'abord, avant le premier tour, le joueur allié aura le droit d'activer un QG, et un seul, de la 7ème armée, comme si l'option d'activation de ce QG avait été tirée. Les unités activées pourront bouger et combattre normalement, avec tout de même une limite, car le temps est couvert, ce qui interdit l'utilisation de soutien aérien, et qu'il y a de la boue, ce qui limite fortement la mobilité. Ensuite, la partie démarre normalement avec le tour 1 et la séquence de jeu habituelle. Des unités ne seront pas disponibles les 3 premiers tours, même si leurs QG respectifs sont activés par la pioche d'un pion d'activation. Il s'agit des 4e et 6e divisions blindées américaines, ainsi que de la 11e Panzer Division allemande. Faisons un petit point sur tout ce qui est fortification. Celle-ci ne bénéficie qu'aux joueurs allemands, et cela inclut les fortifications de Metz, celles de Königsmacker, mais aussi les lignes Maginot et Siegfried. Leur bonus ne s'applique qu'à l'allemand tout au long de la partie. Les unités allemandes qui défendent les fortifications de Metz et de Königsmacker voient leur puissance de combat multipliée par 3, et même par 4 si l'attaquant attaque exclusivement à travers une rivière majeure, la Moselle donc. Comme on l'a vu pour le combat, les unités dans les fortifications ne retraitent pas sur un résultat de R, mais uniquement sur un RR qui devient une seule retraite d'hexagone. Les unités de la garnison de Metz sont indiquées par un Metz comme identifiant. Ces unités n'ont pas le droit de quitter Metz ou les fortifications autour, sauf si elles sont éjectées du périmètre par un résultat du combat. Alors elles retrouvent leur liberté de mouvement complète. On rappellera par ailleurs qu'elles sont toujours considérées comme ravitaillées tant qu'elles sont dans la ville de Metz ou ses fortifications. Enfin, les 1215e et 1212e régiments, ainsi que la 462e Volksgrenadier Division, bénéficient de ce régime d'approvisionnement. Le jeu propose 3 scénarios. L'attaque de Patton qui se focalise sur le nord de la carte et la prise de Metz et de Saarbrück. L'avance de Patch qui permettra de jouer l'avance par le sud de la 7ème armée américaine dans le but de prendre Strasbourg et la passe de Saverne. Et évidemment, la campagne, dénommée Assaut combiné, qui permettra de jouer ces deux attaques dans une seule et même partie. Les deux premiers scénarios offrent des conditions de victoire bien définies. Pour la campagne, les conditions sont plus générales. Il y a certes une condition de victoire automatique, clairement très difficile à réaliser pour l'allié, sauf si tout s'aligne parfaitement, sinon on devra départager le vainqueur au point de victoire. Il y a donc une échelle de points de victoire disponible afin de savoir où l'on se situe dans la partie. Cela va logiquement d'une victoire majeure alliée à une victoire majeure allemande. Mais du coup, comment se calculent les points de victoire? À la fin de chaque tour, on vérifiera si l'allié contrôle certains objectifs. Chaque objectif rapporte des points de victoire s'il est contrôlé par l'allié et considéré comme approvisionné. Chaque hexagone de Strasbourg rapporte 3 points de victoire. La ville de Metz, 2. Chaque hexagone de Saarbrück, 2 points de victoire. Et la passe de Saverne, 1. Mais par contre, les Américains pourront perdre des points de victoire en fin de partie pour les pertes qu'ils auront subies, soit au combat, soit en échouant à les ravitailler. Ou alors, quand elles sont forcées de retraiter de la carte. On aura donc moins 4 pour chaque QG, moins 3 pour chaque unité mécanisée détruite, moins 2 pour les unités non mécanisées, et moins 1 pour toutes les unités qui ne seront pas sur leur phase complète. On comptera ces pertes en fin de partie. Comme vous pouvez le voir, on peut donc vite se retrouver en négatif avec les alliés si on fait n'importe quoi. Il faudra donc pousser pour prendre un des objectifs, mais pas à un prix trop élevé. Voilà pour cette présentation des règles de Traces of Victory. Comme vous avez pu vous en rendre compte, celles-ci sont plutôt simples, mais malgré tout relativement efficaces. En choisissant de tout garder le plus simple possible, les créateurs font forcément des choix qui risquent d'énerver les puristes, mais permet de sortir un jeu dans un format rapide et instinctif qui au final fonctionne très bien. Une partie durera entre 3h30 et 5h environ, en fonction des joueurs. Aussi pourrez-vous assez facilement sortir le jeu. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le format et la rapidité du jeu, qui n'enlève rien à la tension d'une partie. On a donc un bon équilibre entre recherche de la simplicité et efficacité du jeu. Cela reste évidemment un jeu asymétrique. Si vous jouez les Allemands, ne comptez pas de faire de grosses contre-attaques et habituez-vous à prendre pas mal de claques,
Mais votre but n'est pas là, ce que vous cherchez c'est à emmerder l'Américain au maximum pour le priver des points de victoire. On a donc un beau et bon jeu qui fonctionne bien et présente un théâtre d'opérations très peu joué, une belle réussite de chez VUCA que je vous recommande chaudement. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En attendant, à bientôt pour une nouvelle vidéo de Wargame.